La visite du président Poutine en Azerbaïdjan pour rencontrer son homologue Ilham Aliyev les 18 et 19 août a attiré l'attention sur le rôle de ce pays du Caucase du Sud dans l'ordre mondial multipolaire émergent. Il s'agit de leur troisième rencontre face à face depuis le début de cette année, après la visite d'Aliyev à Moscou en avril dernier. Les deux dirigeants se sont ensuite rencontrés en marge du sommet de l'OCS à Astana en juillet 2024. De plus, cet important voyage de Poutine en Azerbaïdjan est le premier depuis 6 ans, période pendant laquelle la région et le monde sont devenus des endroits complètement différents. Et pour cause, à la suite de la courte guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie fin 2020, Bakou a récupéré le contrôle d'une grande partie de ces régions occidentales qui étaient auparavant sous occupation d'Erevan. À cet égard, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé l'Arménie à retirer ses forces armées de là-bas. Mais l'Arménie a fait savoir ou a fait valoir que les combattants n'étaient que des séparatistes locaux. La Russie avait déjà tenté de persuader l'Arménie d'accepter un accord qui permettrait d'éviter une guerre avec l'Azerbaïdjan, mais son premier ministre pro-occidental, Nikol Pachinian, a refusé cette option. Cette phase du conflit s'est terminée par un cessez-le-feu négocié par Moscou en novembre 2020, qui prévoyait le déploiement de soldats de maintien de la paix russe au Haut-Karabakh. Le 9e point de l'accord prévoyait également la création d'un corridor trans-arménien reliant l'Azerbaïdjan à la République autonome du Nakhitchevan, qui serait sous le contrôle du service frontalier du FSB. La Russie pensait que ce projet améliorerait les liens entre les parties belligérantes et favoriserait l'intégration régionale et la multipolarité. Pachinian, arrivé au pouvoir en 2018 lors d'une révolution de velours soutenue par l'Occident, a refusé peu de temps après de se conformer à ces conditions et a commencé à accélérer le pivotement de son pays vers les États-Unis. Après tout, en septembre de l'année dernière, sur fond de la participation de l'Arménie ou de l'armée arménienne à des manœuvres organisées par l'OTAN, l'Azerbaïdjan a mené avec succès une opération antiterroriste d'une journée qui a conduit à la libération complète de son territoire. Ensuite, les soldats de maintien de la paix russes ont été retirés et l'Arménie a suspendu sa participation à l'organisation du traité de sécurité collective sous le prétexte que Moscou était un allié militaire peu fiable. À cette époque, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Occident se sont détériorées. Le lobby arménien de l'Union européenne et des États-Unis, en particulier en France et en Californie, a faussement affirmé que l'Azerbaïdjan avait procédé à un nettoyage ethnique de la minorité arménienne dans sa région occidentale avec l'approbation tacite des soldats de maintien de la paix russes. Cela a conduit à l'adoption d'une résolution hostile par le Parlement européen, à la suppression par Bakou d'une guerre de l'information financée par l'Occident et une nouvelle concentration militaro-stratégique de l'Occident sur l'Arménie. Quant à ces derniers, cela s'est reflété dans la vente d'armes françaises à l'Arménie et dans la prochaine série d'exercices militaires conjoints américano-arméniens qui ont également alarmé la Russie. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé le premier ministre arménien de provoquer un nouveau cycle de confrontation militaire dans le Caucase du Sud, tout en déclarant que le second ne fera que renforcer le potentiel du conflit qui existe dans la région. Le contexte est que l'Arménie a jusqu'à présent refusé de signer un traité de paix global avec l'Azerbaïdjan. Ainsi, comment analyser les enjeux de la visite de Vladimir Poutine en Azerbaïdjan à ce moment précis? Comment lire les probables répercussions qu'il suscite sur le plan régional et international? Réponse dans quelques instants avec mon invité Bertrand Scholler, géopolitologue diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler,
Bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal et merci de m'inviter sur ce sujet qui me tient évidemment très à cœur puisque l'Azerbaïdjan est un pays central dans tout ce qui est en train de se passer dans la création d'équilibre ou de déséquilibre dans le monde. Donc ça va être assez intéressant à mon avis de discuter avec D'accord. toi de ces questions. Eh ben, c'est avec un immense plaisir aussi pour nous. Alors, l'approche de l'Azerbaïdjan à l'égard de la Russie a été notamment pragmatique, surtout depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en février 2022. Alors, Bakou n'a pas rejoint les pays qui ont condamné Moscou à l'Assemblée générale de l'ONU, n'a pas imposé de sanctions ni armé Kiev, malgré les pressions de l'Occident. Et puis, le président Aliyev apprécie l'importance de la Russie dans l'ordre mondial multipolaire émergent, au sein duquel, selon ses plans ou selon sa stratégie, l'Azerbaïdjan devrait jouer un rôle de lien décisif. Et puis, sa situation géostratégique lui permet de faciliter simultanément le commerce via le corridor de transport nord-sud, ainsi que le commerce est-ouest via ce qu'on appelle le corridor du milieu. Alors, Bertrand Scholler, à la lumière des faits marquant les relations bilatérales entre la Russie et l'Azerbaïdjan, comment voyez-vous l'intérêt de la visite de Poutine à Bakou? Alors, peut-être déjà, je voudrais souligner un point, c'est que au cours des dernières semaines, il y a beaucoup de présidents et chefs d'État qui ont subi des tentatives d'assassinat. Ouais. Et pour Vladimir Poutine, se déplacer à Bakou, alors que Trump a été enfin, menacé par balles, d'autres, c'est un signe de grande confiance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, puisque c'est un président qui est extraordinairement ciblé. Donc qu'il aille se déplacer dans un pays, alors que beaucoup de personnes expriment des doutes sur la politique de l'Azerbaïdjan, qui est très proche de la Turquie, j'imagine qu'on reviendra sur ce sujet, qui est Mhm. membre de l'OTAN, qui est également très proche d'Israël, avec lequel les relations de Moscou sont pas forcément simples. Il y a même une base militaire d'Israël en Azerbaïdjan. Donc, petit 1, ça veut dire que Que- mais, mais, les, faut confiance. mais les autorités de l'Azerbaïdjan nient toujours l'existence de cette base militaire israélienne sur leur territoire. Et ouais, donc il a confiance. Et on voit que c'était des images très sereines, puisqu'il est même allé déposer une gerbe sur la tombe du père d'Ilham Aliyev. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Azerbaïdjan, c'est une ancienne république soviétique, mais comme l'Arménie. C'est deux anciennes républiques. Donc ce sont des pays qui sont très connus du point de vue de la Russie et qui sont considérés comme des pays proches. Ensuite, juste, l'Azerbaïdjan a une très grande frontière avec l'Iran, qui est considéré par Moscou comme un de ses partenaires les plus stratégiques dans la région. Un Et on allié voit bien même. les liens sont de plus en plus forts, alors que les liens entre l'Azerbaïdjan et l'Iran ne sont pas forcément toujours simples. C'est-à-dire Mhm. que c'est très compliqué. L'Iran a des liens qui sont en principe souvent plus proches de l'Arménie, qui est en train de se rapprocher complètement de l'OTAN, ce que l'Iran voit d'un très mauvais œil. L'Arménie reproche à la Russie d'avoir joué un rôle très passif au sujet du Haut-Karabakh, ce qui est absolument faux, puisqu'en fait, c'est l'Arménie qui n'a eu de cesse de débrancher la Russie au fil des mois. Son nouveau président, et quand vous dites une révolution de velours, c'est sans doute de velours de couleur, hein, pour rappeler un peu toutes les révolutions qui ont eu lieu à droite et à gauche. Et on sait très bien que la première chose qui a été faite une fois que le Haut-Karabakh a rejoint l'Azerbaïdjan, c'est que Samantha Powers, l'américaine, est allée à Erevan et on a commencé à voir flotter dans la capitale arménienne des drapeaux LGBT+, puisqu'en D'accord. fait, la conquête par les États-Unis du monde, c'est ça, puisqu'elle, elle s'occupe d'USAID.
Et on avait aussi immédiatement cette volonté, au travers de la France, de l'OTAN, d'avoir des liens avec l'Arménie, puisque Et l'idée, puis, c'est de couper. alors que l'Arménie est réputée pour être un pays chrétien et même, Oui, même disons, conservateur. très conservateur. Mais on a deux pays qui sont manifestement extrêmement ciblés, qui sont deux pays voisins, c'est la Géorgie et l'Arménie, Mhm. puisque c'est le lien terrestre le plus simple pour relier la Russie et l'Iran. Et on sait aussi que c'est par ces pays-là que continuent à transiter assez facilement les voyageurs de Russie, puisqu'Erevan est Mhm. une plaque assez intéressante pour le transport aérien, maintenant qu'il n'y a plus aucune possibilité vers les ex-États baltes. Il y a encore un peu la Turquie, mais c'est très cher. Et donc, l'Arménie, c'est important pour les Russes qui veulent pouvoir se déplacer vers l'Occident par avion, tout comme l'est la Géorgie. Et donc, on a vraiment ces deux pays pour recréer comme à l'époque du mur, hein, entre l'Occident et le bloc communiste, entre guillemets, cette volonté de recréer un mur avec la Russie. Ben, on voit que ça ne fonctionne pas, puisque l'Azerbaïdjan, qui était un pays sur lequel beaucoup de personnes pensaient qu'il allait naturellement pencher, compte tenu de ses liens commerciaux très très forts au niveau du pétrole, du gaz, qui vient de la mer Caspienne, et qui aujourd'hui, dont l'Europe et Israël sont entièrement dépendants, eh bien non, les liens commerciaux sont également très forts avec la Russie, puisque pendant son voyage, Vladimir Poutine soulignait que plus de 1300 entreprises russes Oui, sont présentes, et des absolument. grandes Il y a eu entreprises. pas mal de contrats qui ont été signés Ouais. dans différents domaines économiques, la formation, l'université, la recherche, la santé. Y compris dans le métro. C'est-à-dire Ouais. que le métro de Bakou va être équipé de trains fabriqués conjointement avec la Russie. Bien, Et effectivement, dans plein de domaines, il y a même des usines de camions Kamaz. Et or, on sait très bien que dans un pays montagneux, les camions, c'est essentiel. Et donc, pour l'Azerbaïdjan, avoir des usines de production de camions chez eux, de camions qu'ils connaissent, puisque c'est des camions de l'époque, mhm, ça existait à l'époque soviétique, donc ils connaissent bien cette marque. On voit toujours ce pragmatisme des anciennes républiques soviétiques quand elles ont un chef fort, mhm. et ce qui est le cas de Ilham Aliyev, puisque c'est vraiment un président fort de certaines personnes, bah, puisque déjà le pouvoir s'est transmis par son père, mais c'est important dans des pays qui sont D'accord, dans vraiment l'enjeu de beaucoup de tractations. Je pense que cette continuité est d'accord. essentielle, hein, pour la stabilité de l'Azerbaïdjan. Et donc, OK. il y a quand même également un enjeu militaire très fort avec la déstabilisation de la région, avec le conflit au niveau de Gaza, et la position difficile à On y prendre de reviendra. On y l'Azerbaïdjan. On y reviendra. reviendra. OK. Ouais, on y reviendra, Bertrand Scholler. Alors, là, on va aller justement analyser sur ce que vous venez de commencer justement, le contexte géopolitique et tenter d'intégrer cette visite de haut niveau et cruciale dans ce contexte pour donner une image complète de ce qui se passe dans la région. Alors, l'Azerbaïdjan, comme vous venez de le dire, a maintenu des liens étroits avec la Russie, même lors de la détérioration des relations russo-turques à propos de la Syrie il y a 10 ans. Et on a donc la Turquie, rappelons-le, est membre de l'OTAN, et l'allié de défense mutuelle de l'Azerbaïdjan depuis la déclaration de Chaucha en juin 2021, mais la Turquie elle-même a également adopté une approche tout aussi pragmatique à l'égard de la Russie ces dernières années sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan. Et les deux pays sont également très préoccupés par les liens croissants de l'Occident avec le rival arménien euh, commun, selon les autorités de ces deux pays. Alors, comment voyez-vous l'évolution des interactions, des stratégies et des politiques extérieures de ces différents acteurs et comment y situez-vous le rôle de l'Azerbaïdjan?
Alors, moi j'ai une analyse qui est, dans la première, réponse que je vous ai donnée, j'ai beaucoup parlé du pragmatisme sur les questions économiques. Donc il y a un lien naturel très fort entre l'Azerbaïdjan et la Russie, plus qu'avec la Turquie. Il y a un lien historique très fort puisque l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est un peu le rêve d'un nouvel empire ottoman en fait, hein, et Mhm. donc qui effacerait l'Arménie. On voit que c'est peut-être une des directions que pourraient prendre les choses, mais il y a quelque chose de pragmatique avec la Russie. Et surtout, je pense que pour tous les présidents du monde, qui sont bien plus affûtés sur ce qui se passe que beaucoup de téléspectateurs, ils comprennent que la Russie est un acteur extrêmement fiable, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Ils ont remarqué avec l'Afghanistan, ils constatent ce qui se passe avec l'Ukraine, que les pays sont utilisés par l'Occident au détriment des peuples, au détriment de l'avenir même des pays. Hein, il n'y a qu'à regarder la Libye qui a été évoquée, il n'y a qu'à regarder tout ce qui se passe aux quatre coins du monde, en Yougoslavie, le Kosovo maintenant. L'Occident utilise dans une stratégie contre, entre guillemets, un équilibre multipolaire dans le monde pour avoir une hégémonie complète, les pays comme des outils. Et donc l'Azerbaïdjan se dit, mais si je rentre véritablement dans le giron occidental, je me rapproche d'eux, l'avenir de mon pays est complètement mis en danger en fait, parce Mhm. qu'ils n'auront aucun cas des habitants et de l'histoire de l'Azerbaïdjan, puisque ce sera utilisé contre la Russie, comme le Kazakhstan le comprend, Kyrgyzstan, etc. Et donc l'attitude de la diplomatie russe depuis des années, mais qui devient véritablement, pour les gens qui suivent l'actualité évidente au cours des dernières années, cette fiabilité, cette dignité, fait que tous ces présidents sentent bien que, sans se jeter dans les bras de Moscou, Moscou est un partenaire fiable sur tous les aspects. Mhm. Et c'est là où on voit la force de ce travail de Vladimir Poutine, aussi bien à l'intérieur des BRICS que dans ses relations d'apaisement avec l'Iran, alors que l'Iran aurait peut-être une légitimité à répondre immédiatement, brutalement, après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh sur son territoire, à Téhéran pour l'investiture du nouveau président. On voit bien que la Russie est un pays qui joue le rôle de l'apaisement, et forcément, une puissance économique comme l'est l'Azerbaïdjan, elle préfère l'apaisement, le développement de ses activités et de son potentiel économique, hein, pétrolier, gazier, minier, qu'une situation chaotique dans la région. Et c'est là qu'on voit la force de, de relations saines avec la Chine, la Russie, l'Iran. D'accord. Et d'ailleurs, l'Azerbaïdjan aimerait rejoindre les BRICS. Et Mm. ça, c'est quelque chose d'important puisque ça a été On y dit. reviendra. D'accord. Alors, Bertrand Scholler, vous venez justement d'évoquer un point très important, de le rappeler, et c'est l'assassinat du Hamas, le chef du bureau politique du Hamas palestinien, Ismail Haniyeh. Alors, sur fond de cet assassinat en Iran, j'aimerais vous poser une question sur justement le rôle de l'Azerbaïdjan dans les relations entre l'Iran et Israël. Alors, pour équilibrer les relations avec Israël et l'Iran, euh, c'est une tâche qui s'est avérée plus difficile qu'avec la Russie et la Turquie. Et l'Azerbaïdjan reconnaît Israël, mais soutient toujours la création d'un État palestinien indépendant conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis l'Iran, cependant, considère leurs relations avec aussi suspicion parce que certains membres de son establishment politique semblent croire aux informations non confirmées sur l'existence de longue date de bases secrètes israéliennes, aériennes et de renseignement en Azerbaïdjan. Alors,
Qu'en pensez-vous et comment analysez-vous la, la- 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 la visite de Poutine à Bakou dans ce contexte? Ah ben alors déjà, euh, peut-être pour revenir sur est-ce qu'on peut croire Israël en quoi que ce soit. Officiellement, Israël dit qu'ils n'ont pas d'armes atomiques. Tout le monde sait qu'ils l'ont et ils l'ont en particulier grâce à la France, puisque Kennedy était absolument contre. Et donc, à l'époque, les services américains auraient pas forcément donné les éléments à Israël pour obtenir cette arme atomique. Et à la fin des années 50, c'est la France qui a aidé. Alors évidemment, tout ça est nié par la plupart des gens, mais les preuves sont suffisamment nombreuses. Israël à l'avoir. Donc, quand Israël dit qu'elle n'a pas de base secrète quelque part, quand Israël dit qu'elle n'est pas intervenue ici ou là, c'est difficile de les croire. Ils assassinent beaucoup. Et d'ailleurs, ils ont revendiqué l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Mais ils ont essayé de faire croire que cet assassinat s'était passé avec une bombe dans l'hôtel pour les personnalités qui aurait été placée là 2 mois avant. Alors, comment 2 mois avant, comment ça aurait pas été vu? Enfin, c'est une manière de faire passer les Iraniens pour des rigolos qui sont même pas capables de passer le balai sous un lit et de voir une bombe qui a fait exploser quasiment une aile entière d'un bâtiment. Donc tous les témoignages disent que c'était un missile air-sol qui est arrivé sur la façade, exactement sur la chambre, et donc qui aurait pu être envoyé par un drone furtif et qui éventuellement aurait pu décoller d'une de ces bases ou décoller d'un avion, d'un gros avion américain. Voilà. Et comme par hasard, le grand radar russe qui couvre cette zone a été détruit quelques semaines auparavant. Donc les Russes sont beaucoup plus aveugles, entre guillemets, pour donner des informations aux Iraniens, à l'Azerbaïdjan sur cette zone, puisque les Ukrainiens auraient ciblé, ont ciblé et ont revendiqué d'avoir ciblé la plus grande base de radar Grandes Oreilles russes qui couvrait le Proche-Orient et qui Mhm. maintenant ne fonctionne plus pour quelques mois avant réparation. Donc, quand Poutine va là-bas, alors que lui-même ne peut plus disposer de ce système de radar pour le protéger autant qu'il faudrait, encore une fois, c'est qu'il est très serein sur l'attitude de Bakou. Mhm. Mais effectivement, comme vous dites, c'est un enchevêtrement, puisque le premier fournisseur d'énergie d'Israël, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est très proche de la Turquie, qui est membre de l'OTAN, mais la Turquie est frontalement opposée à bien des égards, et c'est un des premiers pays à avoir organisé un boycott contre Israël. Pourtant, la Turquie est très proche des États-Unis, qui sont le principal soutien d'Israël. Et Quand vous l'Arménie dites est... que la Turquie a organisé un boycott, de quel type? Commercial? Alors, il y a eu un boycott commercial, il y a un certain nombre de choses dans le domaine de l'armement que la Turquie ne vend plus du tout à Israël. Donc, Mhm. ça doit concerner essentiellement tout ce qui est drone, etc. Alors que la Turquie a jamais dit qu'elle arrêtait d'en vendre à l'Ukraine, par exemple. Donc, commercialement, ils ont continué, alors qu'ils avaient de bonnes relations avec la Russie, à vendre des drones à l'Ukraine. Alors que pour ce qui est d'Israël, mais c'était devenu intenable, hein, parce que la rue en Turquie ne peut pas supporter ce qui se passe à Gaza, de la même manière que la rue en Azerbaïdjan, la rue en Iran, et avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, je pense que c'était encore pire, puisque c'était un chef politique qui était très respecté, y compris en Arabie Saoudite, en Iran, au Liban, en Syrie. Je ne sais pas trop pour les relations qu'il pouvait avoir avec l'Azerbaïdjan, mais je pense que Ismaël Haniyeh était quelqu'un qui était écouté et entendu. Et j'espère que ce sera le cas de Sinwar aussi. On verra. Mais ce sont des chefs politiques. Il faut bien savoir que les chefs d'État en Israël ont tous, à un moment ou un autre, été aussi considérés comme des terroristes ou des guerriers,
et à un moment, ils deviennent chefs politiques et c'est un statut qui fait qu'ils ne doivent pas être des cibles d'assassinat politique par d'autres pays. Et donc, pour l'Iran, mais pour la Russie, pour la Chine, ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et d'un point de vue diplomatique, ça s'est passé alors qu'il y avait l'inauguration d'un président d'un pays. Et donc, quelque part, tous les pays qui auraient pu envoyer des délégations, des ministres ou des présidents se disent, mais avec un État comme Israël, on est en sécurité nulle part, puisqu'ils se permettent d'aller tuer en Iran, à Téhéran, dans une inauguration d'un président qui succède à un président qui est mort dans des circonstances bizarres. Mhm. Un accident d'hélicoptère, mais il y a toujours, bon, comme à chaque fois qu'il y a un accident, hein, il y a beaucoup de gens qui se demandent, vu l'évolution des technologies dans tous les domaines, si c'est totalement fortuit comme mort, puisque tout ça se passe, les morts n'ont lieu, c'est ce que disait Maria Zakharova au moment de la mort du président iranien. Elle soulignait que les morts ne touchent qu'un camp. C'est statistiquement, il y a un Comme par camp qui hasard. représente. Ouais, comme par hasard. Et donc, euh, Même la nature rend ouais, service, rend service à... Bon, ok. non mais Alors, j'aimerais vous poser la dernière question avant de cette première partie. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses très importantes, mais malgré tout, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran restent actuellement stables, même si elles ont connu des hauts et des bas, mais il y a une grande partie de leur dynamisme vient des soupçons justement de l'Azerbaïdjan selon lesquels l'Iran n'a pas réussi à surmonter la séparation du pays avec l'ancien empire perse de l'ère russe et tente de le saper de l'intérieur en soutenant prétendument certains groupes pour transformer le pays en un État fantoche défaillant. Et de son côté, l'Iran soupçonne l'Azerbaïdjan de soutenir le séparatisme dans les régions du nord de l'Iran où la majorité de la population est azerbaïdjanaise. Alors, comment peut-on projeter ces problèmes dans le contexte de la reconfiguration de toute la région du Moyen-Orient et de l'Asie centrale dans le contexte plus global de l'émergence d'un monde multipolaire? alors ça c'est vraiment crucial, hein. Euh, Ce qu'on a constaté, si on ne le savait pas, au moment de l'enterrement du président iranien qui est mort, c'est qu'il y avait des délégations pratiquement de tous les pays de la région, même des pays qui étaient a priori ennemis. Et donc, en étudiant plus en détail ce que faisait cet homme discret sur la scène internationale, on a appris à quel point il avait un rôle diplomatique, un peu comme Poutine ou Xi Jinping, véritablement vers l'apaisement et vers tisser des liens très forts. Mhm. Et il est mort après s'être rendu en Azerbaïdjan sur un projet économique, et on en avait déjà parlé ensemble, Kamal, de ce barrage frontalier, puisqu'en Mhm. fait, la frontière entre les deux pays, c'est un fleuve, et sur ce fleuve, ils ont créé un barrage hydroélectrique. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque ce sont deux grands producteurs d'hydrocarbures et ils s'intéressent quand même à des énergies très propres comme l'énergie des barrages. Et ils ont des mines communes dans cette région, c'est-à-dire des mines où les veines minières traversent ces deux pays. Donc, ils doivent résoudre sans cesse des problèmes économiques très forts. Mais donc, on a cette volonté de l'Iran, qui est vue comme un empêcheur de tourner en rond, en fait, d'apaiser les choses. Et ce que vous avez décrit entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, il se passe exactement la même chose et il y a le même vocabulaire entre le Pakistan et l'Iran. Et le Premier Absolument. ministre pakistanais était là. Et donc, la question, c'est qui a intérêt à financer des groupements terroristes, des groupements dans ces frontières-là, qui dispose de beaucoup d'argent, qui a cette attitude en permanence d'essayer de créer justement localement ces petites révolutions de couleurs. Parce que ce que vous décrivez, Kamal, c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie. C'est exactement ce qui s'est passé en Libye. C'est cette volonté de certains pays, toujours les mêmes. On peut les citer, enfin, je peux les citer, Mhm. mais c'est quand même une spécialité des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, d'Israël,
d'être impliqués dans des mouvements séparatistes locaux qui peuvent devenir violents, qui peuvent avoir des actions terroristes fortes, mais sans en avoir l'air. Moi, j'ai un ami qui était, il y a très longtemps, dans les services français et qui racontait qu'en fait, ils passaient leur vie à faire croire que quelqu'un d'autre avait fait quelque chose qu'ils commettaient pour sans cesse créer des divisions entre des chefs tribaux, etc., qui servaient l'intérêt de pays qui avaient envie de tirer leur ficelle de cette instabilité. On sait bien que l'instabilité profite toujours à l'État qui regarde de loin et qui voit tout le monde s'affaiblir et douter de l'autre. Les Donc, je pêcheurs dans pense les eaux troubles, comme on dit. exactement. Et donc, on sent bien que l'Azerbaïdjan et l'Iran comprennent qu'ils sont les victimes d'un jeu d'acteurs cyniques, d'acteurs qui n'ont pas d'âme, mais ils le voient. Ils ont D'accord. compris avec l'attentat de Crocus, ils ont compris avec Nord Stream, ils ont compris avec le pont de Kerch. Ce sont des personnes qui détruisent les installations économiques, qui détruisent tout. Et puis après, l'idée ridicule que ça aurait été fait avec un bateau de pêche, avec un bateau de plaisance, ou, enfin, à un moment, encore une fois, on revient à cette phrase de Zakharova, quand c'est le même mode opératoire tout le temps, partout, il faut reconnaître qu'il y a une C'est qu'il y a une signature. tête et une main, voilà. Et donc, dans cette partie, justement, j'aimerais qu'on montre un peu l'aspect géopolitique et géostratégique du rôle de l'Azerbaïdjan, chose que nous voyons rarement dans les médias, sinon dans les revues spécialisées euh, qui traitent de ce genre de sujet. Alors, actuellement, l'Azerbaïdjan sert simultanément de porte d'entrée de la Russie vers l'Iran et l'Inde et de la Turquie vers les républiques d'Asie centrale et la Chine. Ses relations avec l'Union européenne et Israël sont principalement axées sur l'énergie, puisque l'Azerbaïdjan y exporte du pétrole et du gaz, tandis que les relations avec les États-Unis étaient auparavant dictées par les intérêts des investisseurs. Et les liens avec Israël restent forts, mais ils se détériorent quand même rapidement en raison des relations avec les États-Unis et leurs vassaux européens, disons les choses comme elles sont, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza. Alors, Bertrand Scholler, quelle place occupent les enjeux énergétiques, notamment les gisements de la mer Caspienne, dans les équilibres géopolitiques de cette région? Alors là, vous venez d'appuyer sur le point clé. On parle beaucoup depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine de la mer Noire. Mais il y a une autre mer, un peu plus loin, qui est la mer Caspienne et qui est presque bien plus importante que la mer Noire, puisqu'elle est extrêmement pétrolifère. C'est une mer qui est richissime en gaz et en pétrole. Et elle est exploitée par plusieurs pays, dont l'Azerbaïdjan, dont l'Iran et dont la Russie. Et de l'autre côté, il y a le Kazakhstan. Donc, on a beaucoup de pays qui sont présents et qui sont impliqués et qui sont des pays proches de la Russie, mais dès qu'il y a des hydrocarbures, les Américains sont jamais loin pour essayer de créer la division et créer des problèmes. Et donc, la position de l'Azerbaïdjan a toujours été une position de pays, et d'ailleurs dans cette région, c'est la caractéristique même de tous les pays, c'est d'être d'abord et avant tout des grands commerciaux, puisqu'ils ont toujours été sur les routes commerciales. Oui, oui. Tu l'as dit, c'est la route Chine, Inde. Donc, c'est des pays qui doivent, qui voient traverser des caravanes commerciales de toutes sortes de choses depuis l'origine du commerce entre les pays du monde. Et donc, les Azerbaïdjanais, eh bien, ils sont à la fois des fournisseurs très importants de la Chine, puisque quand on regarde la liste des pays qui fournissent la Chine en gaz, évidemment la Russie, surtout depuis le gazoduc Force Sibérie, et a pris la tête de la fourniture vers la Chine, mais l'Azerbaïdjan
est dans le trio de tête, en fait, des fournisseurs, mais il est surtout le numéro un vers Israël et il est devenu incontournable pour l'Europe depuis la destruction des Nord Stream. Et Mhm. ça passe évidemment par l'Arménie, puis par la Turquie. Et d'ailleurs, je rappelle que assez vite après la destruction des Nord Stream, le président Vladimir Poutine avait dit, eh bien, la Russie, on considérait comme euh, quelque chose de très pragmatique de faire de la Turquie un hub gazier euh, au niveau de tous les échanges autour de la Méditerranée Et et sur ce vers... point, on ne peut que convenir que la Turquie a su vraiment jouer le jeu de ses intérêts d'une manière très intelligente dans le contexte de l'opération spéciale en Ukraine et de la destruction des Nord Stream 1 et 2. Et d'ailleurs, en mer Noire, ce sont les Russes qui protègent les, euh, les gazoducs qui passent par là, parce qu'il y a toujours des tentatives de continuer à mettre vraiment à mal l'industrie européenne, puisqu'en réalité, la première victime, au- en plus évidemment des Ukrainiens et des soldats russes qui meurent, c'est toute l'Europe qui s'effondre. Et donc un pays comme l'Azerbaïdjan, et c'est là où on voit le rôle important de la Russie, puisque si la Russie voyait d'un mauvais œil que du gaz aille vers l'Europe, bon, bah, déjà, ils n'auraient pas continué à respecter leur contrat, parce que ce qu'on oublie toujours, c'est qu'on parle de sanctions, on parle de tout ce qu'on veut contre les Russes. Les Russes se sont fait voler, entre guillemets, des centaines de milliards d'argent qui leur appartenait loyalement, puisque c'était comme ça qu'ils avaient été payés. Mais leur gaz continuait à traverser l'Ukraine, Oui. continuait à traverser la Pologne, continuait. La France est le premier acheteur de gaz de pétrole liquéfié russe encore aujourd'hui, malgré toutes les déclarations. C'est-à-dire que si l'industrie française ou l'industrie allemande fonctionne, c'est parce que les Russes le veulent bien, alors que les Américains voudraient l'inverse. Et donc, on voit que l'Azerbaïdjan joue un rôle de stabilité. Il pourrait très bien faire un blocus pétrolier et gazier en disant ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, et maintenant votre intrusion dans la région de Koursk, votre volonté de déstabiliser le monde ne nous satisfait pas, donc on arrête de vous fournir quoi que ce soit jusqu'à ce que vous rétablissiez un peu de calme et de bon sens. Eh bien, ils ne le font pas parce qu'ils comprennent que les dirigeants européens se tirent une balle dans le pied, voire même une balle dans la tête, pour eux et pour leur peuple, avec cette conduite. Et on a cette sagesse de continuer à fournir en gaz pour éviter qu'en réalité, ce soit une politique de punition collective vers les peuples. Mhm. Et moi, c'est ce que j'observe, c'est que alors qu'immédiatement l'Occident fait des sanctions qui ne touchent que le peuple russe, et l'envie, c'est vraiment de déstabiliser pour créer une révolution de couleur en Russie ou en Iran ou ailleurs. Mhm. Les sanctions ne touchent que les peuples. À l'inverse, il n'y a jamais de rétro-sanctions qui touchent les peuples. C'est-à-dire que vous regardez toutes les sanctions qu'a pris la Russie en réponse aux sanctions occidentales, et de la même manière l'attitude de l'Azerbaïdjan, etc., ce n'est pas de profiter des guerres. C'est absolument pas ce qui se passe. Au contraire. Et ils veulent avec l'Inde, ils veulent avec la Chine, ils veulent avoir une place décente dans l'économie mondiale. Ils veulent pas Mhm. juste être une pompe à essence ou une pompe à gaz. Et donc, ils ont une attitude très, très mûre. Et moi, c'est ce que j'observe avec fascination en regardant l'Azerbaïdjan. Et au fur et à mesure, je découvre un pays qui est dirigé, mais véritablement dans l'intérêt de son peuple. Et ça, c'est puisqu'ils ont des relations sages avec tout le monde, un peu comme la Turquie qu'on critique facilement, mais Mhm. la Turquie est un pays qui sait travailler pour l'intérêt de son peuple et qui est capable de dire non aux Américains, ce qui leur a coûté très cher, puisque leur monnaie a été attaquée. Et je Mhm. pense que l'Azerbaïdjan sait qu'à tout moment, leur monnaie peut être attaquée, puisqu'en réalité, l'arme de l'Occident, c'est, on voit bien en Europe, hein, le président hongrois, dès qu'il veut essayer
de recréer un lien avec la Russie. On lui interdit des prêts, on lui donne des amendes pour la migration. Enfin, c'est que des punitions, c'est que le bâton. Il n'y a même plus la carotte. C'est maintenant que tu es dans notre prison, si tu n'es pas content, eh ben, on va te tordre le bras jusqu'à ce que tu cèdes. D'accord. Et ils observent que la Russie ne fonctionne pas comme ça avec ses partenaires, que l'Inde ne fonctionne pas comme ça, que la Chine ne fonctionne pas comme ça. Et vous, en Afrique, vous pouvez le dire encore plus facilement pour l'Afrique, puisqu'en fait, on voit bien comment les choses sont en train d'évoluer dans les relations entre les États africains et la Chine et la Russie par rapport à ce que c'était avant avec, avec l'Occident et les États-Unis en particulier, et la France surtout. D'accord. Alors, Bertrand Scholler, j'aimerais quand même évoquer un sujet qui a un peu euh, comment dirais-je, défrayé l'actualité. L'actualité, c'est quelques semaines avant. Alors, la France a récemment accusé l'Azerbaïdjan de financer les séparatistes dans sa colonie, de facto, du sud Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, qui a été le théâtre de récents troubles provoqués par des changements électoraux controversés à Paris. Et c'est le ministre de l'Intérieur lui-même français, Gérald Darmanin, qui a proféré cette accusation. Alors, l'Azerbaïdjan nie tout rôle dans ces événements, mais il ne fait aucun doute que le groupe d'initiative de Bakou, qu'il a constitué à partir des dernières colonies euh, de facto de la France, préoccupe aussi grandement Paris. Alors, pour la défense de Bakou, on peut dire qu'il s'agit d'une réponse asymétrique au soutien de Paris à Yerevan et aux séparatistes de l'ancien Haut-Karabakh, du Haut-Karabakh. Alors, quel est votre avis sur cette question? La France joue-t-elle avec le feu en s'immisçant dangereusement dans les conflits au Karabakh, c'est-à-dire pas dans le sens d'apaiser les choses? Et puis, comment voyez-vous le rôle de la Russie dans cette question? Alors, c'est toujours parfois quand on suit l'actualité comme vous, moi ou nos auditeurs, on a envie de rigoler quand on entend la France accuser un pays de s'immiscer dans ses affaires. Puisqu'on sait très bien que ce soit en Afrique, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans tous les pays de l'Union européenne, mais même au Brésil, au Mexique, partout, en fait, la France a une diplomatie qui essaie de s'immiscer complètement. Même de nuire aux relations en allant essayer de créer des liens distendus entre l'Inde et le reste des BRICS. Donc, en, en Nouvelle-Calédonie, petit 1, la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie. Il y avait des gens qui vivaient en Nouvelle-Calédonie avant que la France y pose le pied, même si c'était avec Bougainville au XVIIIe siècle et c'était il y a longtemps. Il y a des autochtones là-bas, des autochtones qui ont des traditions et qui refusent de voir leurs traditions disparaître pour se fondre dans les règles de l'État français. Et donc ça, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas comprendre. Les gens disent, mais il y a une majorité maintenant qui veut que ça se fasse comme ça. Mais cette majorité est une majorité coloniale qui arrive dans un pays dans lequel des gens, depuis la nuit des temps, ont des traditions. Et ces personnes voient de changements constitutionnels, de changements de règles, la mise en place d'un système qui les voue à disparaître complètement comme les Indiens d'Amérique. Mhm. Et ils ne veulent pas. Donc, ce n'est pas du tout fini là-bas, puisqu'en fait, c'est une bataille vitale pour eux. C'est-à-dire que s'ils cèdent cette fois-ci, ils n'existeront plus et ils en ont pris conscience. Puisqu'à chaque fois, entre guillemets, vous savez, c'est compliqué quand vous êtes des Kanaks, donc cette petite peuplade. Vous Mhm. n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas forcément beaucoup d'avocats, beaucoup de gens qui vous aident, et vous avez face à vous des spécialistes qui ont des expériences de plein de colonies, de plein de peuples, enfin que ce soit au Maghreb ou partout, et qui cette fois ne veulent pas rater. Donc, qui veulent envahir en faisant venir une population qui va faire des enfants, etc., et qui va créer au fil du temps une nouvelle majorité, puisque c'était l'objectif dans chaque colonie. Mhm. Et là, cette fois, ils ont dit stop. Et nous, la France qui sommes à 20 000 kilomètres de là-bas, on explique que non, non,
c'est la loi de Paris qui s'impose, les députés du Parlement de Paris qui s'imposent, parce qu'en fait, c'est une colonie, mais ça fonctionne un peu comme un département, et donc ils ont des petits avantages, comme la Corse, ou voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une colonie. Point. La deuxième chose, c'est que Bakou est peut-être impliqué ou pas, mais ce qui est certain, c'est que l'Australie est impliquée, que la Nouvelle-Zélande est impliquée, que la Chine aussi regarde avec attention cette île qui est une île riche, même si elle perd de l'argent, parce que tout c'est très mal exploité quand c'est la France qui gère. Mm. Donc il y a du nickel, il y a beaucoup de choses, mais c'est surtout sur une voie maritime dans cette partie du Pacifique qui est importante. Et donc, c'est beaucoup de gens sont influents, veulent être de plus en plus influents dans cette région. Il faut savoir quand même que Macron a fait un aller-retour d'une journée là-bas. C'est-à-dire Ouais. qu'il a pris un avion qui a fait le tour du monde pour aller se montrer là-bas et dire, regardez, tout va bien. Mais en fait, rien ne va bien. C'est-à-dire que les images n'arrivent pas jusqu'à nous. Il y a une forme de blackout, mais c'est toujours la guerre. C'est-à-dire que les Kanaks, dans la région dans laquelle ils sont encore très majoritaires, ils ne veulent plus du tout envisager de changer leur mode de vie, leur médecine, leur éducation, leur système tribal, les relations entre les hommes et les femmes, la possibilité qu'ont les parents de gronder les enfants. Il faut quand même savoir qu'en France, l'autorité parentale n'existe plus. Absolument. C'est-à-dire que si un parent dispute son enfant, il peut être mis en prison. Eh ben, les Kanaks n'acceptent pas ça. Et ils n'acceptent pas plein de choses. Ils n'acceptent pas qu'on leur impose des injections alors qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas sujets à la maladie en question. Ils n'acceptent pas qu'on leur interdise d'avoir une forme de médecine traditionnelle. Ils ne veulent pas qu'on donne 15 injections à leur bébé. Ils ne veulent pas toutes ces choses-là. Et on peut les comprendre, Oui. puisqu'il y a beaucoup de gens en France qui ne veulent pas ça. Mais eux, ils sont chez eux. Et donc, que ce soit Bakou ou un autre, qui prennent conscience qu'il y a ce peuple autochtone qui a été colonisé et qui ne demande même pas à la France de partir, qui comprennent l'intérêt de la France. Il y a beaucoup de choses bien liées à la présence de la France. Il y a des hôpitaux pour des urgences, il y a la police, il y a les pompiers, enfin la gendarmerie, il y a une administration pour... tout ça, c'est des choses qui peuvent avoir du bien. Mais, mais ils veulent pouvoir dire, on ne veut pas disparaître. On ne veut pas être liquéfié dans un monde qui n'est pas fait pour nous. Mhm. Et D'accord. ben, si c'est Bakou qui les aide, voilà, très bien. Mais la France aide tellement de pays. Euh, à- on avait quand même un ministre des Affaires étrangères qui maintenant est au Conseil constitutionnel français qui s'appelle Laurent Fabius, Oui. qui expliquait face caméra qu'aider des bons terroristes pour renverser À Assad, l'Assemblée c'était nationale. une À bonne l'Assemblée chose. nationale. Non, Il mais avait et déclaré nous, ça à l'Assemblée nationale. la France. Donc on disait à quel point on était impliqué pour renverser un pays. On voulait même reprendre les clés de l'ambassade pour les donner à des résistants qui n'avaient rien à voir avec la Syrie, qui avaient peut-être pas mis les pieds depuis très longtemps. Donc, qu'il y ait quelques ba- euh, Et même, drapeaux. disons même les choses comme elles sont aussi, même par rapport à l'Azerbaïdjan, comme vous disiez, il n'y a pas encore de preuves que l'Azerbaïdjan s'est Non, mêlé, mais, mais, mais admettons, admettons, ce qui est sûr, c'est que la France, sans aucun doute, elle s'est mêlée dans l'affaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Elle est, elle est, exactement, aucun elle est doute. de plein pied, elle est de plein pied dans le. Et c'est ce que disait Vladimir Poutine. Il disait, OK, vous voulez que je vous attaque frontalement, mais je ne vais pas faire ça. Vous fournissez des armes à quelqu'un qui les utilise pour tuer chez nous. Eh bien, nous, on va commencer à fournir des armes à des gens qui sont en conflit avec vous. Et vous allez réaliser ce que ça veut dire. Parce que quand le Yémen va être équipé de missiles anti-navires, beaucoup plus précis et beaucoup plus puissants, que vont dire les Occidentaux quand leurs porte-avions vont voler en éclats et leurs croiseurs et leurs destroyers? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben non, mais c'est pas bien.
alors qu'ils font ça tous les jours contre la Russie, alors qu'il y a un croiseur russe, le Moscou, qui a été détruit en mer de Noire En mer Noire, avec ouais. des équipements occidentaux. Et la Russie a dit, OK, c'est le jeu, c'est le plus cynique, mais eux ne veulent pas rentrer là-dedans. Donc ils disent officiellement, puisque vous abusez, on risque de faire la même chose. Sauf que les Russes disent aussi une chose très importante, arrêtez de laisser proliférer des armes. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir un Stinger à côté de Roissy ou à côté d'un Absolument. aéroport à Berlin, etc. Et là, quand vous allez voir les conséquences de la légèreté avec lesquelles vous donnez des armes à n'importe qui, peut-être que vous allez réfléchir et venir à la table des négociations. Bertrand Scholler, à l'image de la propagande anti-russe en Ukraine, le faux récit des médias occidentaux au grand public sur le nettoyage ethnique de la majorité arménienne d'Azerbaïdjan et la fausse confiance que les politiciens occidentaux lui accordent constituent aussi une autre ligne de fracture dans les relations de l'Azerbaïdjan avec l'Occident. Et puis, on laisse entendre que l'Azerbaïdjan, où la majorité de la population est musulmane, tue des chrétiens et constitue un autre front du choc des civilisations. Alors, étant donné que l'Azerbaïdjan est l'un des pays les plus laïques au monde, où la majorité de la population musulmane est musulmane et travaille en étroite collaboration avec la Russie, donc où la majorité de la population est orthodoxe, c'est-à-dire chrétienne orthodoxe, la thèse du choc des civilisations tient-elle la route dans ce cas précis? Alors, non, je pense, vous évoquiez dans notre conversation off Samuel Huntington hein, sur le choc des civilisations. Petit A, on n'est pas du tout dans ce cas-là. D'une part, effectivement, ça a été, je pense, traumatisant pour beaucoup d'Arméniens d'avoir acquitté le Haut-Karabakh, mais ils doivent le mettre sur le dos de leur Premier ministre Pachinian et pas sur l'Azerbaïdjan. Et oui, en 3 jours, il y a 125 000 personnes qui ont dû quitter un endroit où ils vivaient, parfois depuis très longtemps, dans le Haut-Karabakh. Mais il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu de nettoyage ethnique au sens euh, de mort, mais il y a eu effectivement un déplacement important de population qui a eu lieu, mais de façon calme et sans qu'il y ait d'armée ou de coups de feu ou de choses comme ça. En tout cas, il n'y a pas eu de choses qui ont été rapportées dans ce sens. Alors qu'effectivement, il y a peut-être la volonté d'un certain nombre d'acteurs d'avoir un échauffement dans cette région. Mais ce qu'on ressent plus, moi, c'est le risque d'un calcul de l'OTAN et de l'Occident de faire miroiter l'Arménie à l'Azerbaïdjan et à la Turquie en leur disant on vous donne l'Arménie, puisque maintenant c'est nous qui, d'une certaine manière, dirigeons l'Arménie, puisque la Russie a été renvoyée, considérée comme un partenaire pas fiable. L'US7 gère des forces de différents pays de l'OTAN commencent à pointer le bout de leur nez au fur et à mesure où toutes les forces russes sont parties. Et en fait, l'Arménie pourrait être un cadeau de mariée pour véritablement essayer de retourner l'Azerbaïdjan. Et je pense que c'est ça l'analyse de Poutine. L'analyse de Poutine, c'est que c'est un moment clé. Et je pense qu'il est allé voir son partenaire pour avoir une discussion les yeux dans les yeux en lui disant, je sais que c'est peut-être ce qui est en train de se passer, mais regarde les relations qu'on a, regarde les relations qu'on construit, regarde la manière avec laquelle l'Occident se comporte et ne pense pas que ce n'est pas un cadeau empoisonné. La disparition de l'Arménie aurait forcément des conséquences parce que les Arméniens ne se laisseraient pas faire. Ce n'est pas parce que le Premier ministre arménien pourrait, par petits pas, amener en fait à laisser absorber son pays à l'intérieur d'un nouveau groupe, puisque l'Arménie faisait partie de l'URSS après tout, s'il Oui. faisait partie d'un grand ensemble Turquie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, qui est le rêve de l'OTAN, puisque ce serait quelque part un grand pays de l'OTAN très fort pour bloquer la Russie de tout le commerce vers le sud.
puisque comme tu l'as dit avec insistance, c'est le corridor là qui serait entièrement bloqué, et la Russie le sait. Mais la Russie, même si aujourd'hui l'Arménie la repousse, la Russie se sait être un partenaire naturel de l'Arménie, comme de la Géorgie. Et on voit bien les changements politiques en Géorgie. Les nouveaux élus, le Premier ministre actuel de Géorgie, il n'est pas pro-russe, mais il est pro-géorgien. Et quand on est pro-géorgien, on ne peut pas être contre la Russie. Et Mhm. donc aujourd'hui, il y a Pachinian qui est un Premier ministre qui est complètement pro-Occident, mais qui dit qu'il ne va pas être remplacé par quelqu'un qui sera beaucoup plus serein vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Russie, et qui sera plus pragmatique avec l'Azerbaïdjan et avec la Turquie, mais dans l'intérêt du peuple arménien. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à l'Arménie. C'est-à-dire, ce qui manque à l'Arménie, c'est d'avoir un président, là en l'occurrence un premier ministre, qui est totalement travailleur et qui n'est pas, pour lequel en tout cas, aujourd'hui, on peut émettre des doutes sur lui. Il aurait quand même été placé par l'influence Soros, donc cette Ouais, ouais. fameuse révolution velours, ce qui n'est pas le cas d'Aliyev, qui lui a été placé par son père. Et, euh, et donc, les médias nous mentent sans cesse. Et c'est incroyable parce que les gens finissent par croire les médias. Ce travail répétitif en Occident et partout. Et Euh, dans ce cas-là, justement, c'est très étonnant. Alors oui, que la Russie revendique le fait elle est chrétienne orthodoxe. C'est pas, il n'y a pas de séparation entre le pouvoir, vraiment comme on pourrait l'imaginer en Occident avec l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe a aussi son mot à dire dans les lois qui sont votées. C'est un peuple qui croit en Dieu. On voit les églises qui sont quotidiennement pleines. C'est pas le cas en Occident. Alors, comment peut-on expliquer que ce pays musulman, il a dans la tête une idée d'égorger tous les chrétiens, tout en ayant des relations avec l'une des plus grandes nations chrétiennes et protectrices de l'Église orthodoxe? mais la Russie, et on le dit souvent dans nos émissions, Kamal, c'est quand tu m'interroges, c'est la Russie, c'est plus de 110 ethnies. Oui, C'est toutes les religions du monde en Russie. Et, et c'est et c'est d'ailleurs à chaque fois les discours de Poutine ou de Lavrov, y compris quand il s'exprime au sujet d'un partenaire comme Bakou. C'est-à-dire que la Russie, elle ne regarde pas les individus par rapport à leur ethnie ou leur religion qui a à être préservée, mais par rapport à leur amour de la patrie. Est-ce que tous ces gens-là, il y a qu'à regarder le front. Poutine se déplace souvent avec Kadyrov, hein, le Tchétchène. Et d'un point de vue religion, ils ne sont opposés qu'en apparence. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les personnes qui ont la foi croient en Dieu, et in fine, c'est le même Dieu. absolument. Il n'y a pas de problème de ce point de vue. Alors, une dernière question, Bertrand Scholler. Les relations intercommunautaires en Azerbaïdjan constituent un modèle, justement, c'est ce que vous venez de dire, pour tous les pays du Sud et reflètent la vision du monde véritablement multipolaire du président Aliyev. Alors, d'une certaine manière, l'Azerbaïdjan est devenu un point de contact entre les mondes russes et turcs, musulmans donc, et orthodoxes. Cela pourrait lui aussi permettre d'atténuer la concurrence latente entre l'organisation des États turcs dirigée par Ankara et l'organisation, l'OTSC, dirigée par Moscou en Asie centrale. Et puis, on a aussi le rôle de l'Azerbaïdjan dans les affaires eurasiennes, tant en termes de facilitation des relations commerciales et de prévention d'un scénario de rivalité entre les deux organisations en Asie, c'est-à-dire dirigée par Ankara et celle dirigée par Moscou en Asie centrale, serait renforcée grâce à un partenariat avec les BRICS. C'est extrêmement important parce que ça, il entre justement dans cette dynamique de l'émergence d'un monde multipolaire, respectueux des ethnies, des cultures ethniques, respectueux des religions
tout en ayant une vision de développement et de dynamique de développement. Alors, bien que Sergei Lavrov ait récemment précisé que de nouveaux membres ne seraient pas admis de sitôt dans les BRICS, l'Azerbaïdjan, ou l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Moscou, a annoncé il y a quelques jours l'intérêt de son pays à adhérer aux BRICS. Et je crois que même ils ont envisagé de déposer une demande officielle. Alors, comment voyez-vous cette question? Quelle proportion prendrait le rôle de Bakou au sein d'un monde multipolaire? Alors déjà, un grand pays pétrolier, laïque, avec une population fortement musulmane, il n'y en a pas tant que ça qui sont représentés au niveau de leur importance dans les grandes institutions internationales actuelles. Et pas dans le G7, pas dans le G20. Enfin, tu vois, ces pays sont relativement négligés. Mais ce que Lavrov dit en disant que les BRICS ne vont pas s'élargir de sitôt, c'est petit un, ce qui s'est passé avec l'Argentine, ça a vraisemblablement un peu échaudé les BRICS. Parce que le changement d'orientation politique du pays, ça a montré aussi la fragilité d'un groupement comme les BRICS, puisque on pourrait y avoir un membre qui déciderait de partir. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que les BRICS aujourd'hui veulent être une boîte à outils pour le monde entier. Mhm, Une boîte à outils qui représente une alternative au dollar, une alternative au règlement des conflits. Et donc, les BRICS aujourd'hui travaillent beaucoup pour le règlement des conflits et du conflit au Proche-Orient, puisqu'on avait fait une longue émission ensemble il y a quelques mois d'ailleurs, Kamal, où on avait parlé au moment du sommet de Johannesburg en Afrique du Sud, des nouveaux membres qui sont que des pays qui entourent en fait cette zone du Proche-Orient. mhm. Puisqu'on avait l'Éthiopie, on avait les Émirats arabes unis, on avait l'Arabie saoudite et on avait comme nouveau membre l'Iran L'Iran, l'Égypte, et l'Égypte, pardon. Et donc on avait tous véritablement. des pays qui donnent sur les goulets d'étranglement de toutes les voies maritimes marchandes. Exactement. C'est ça qui Et a donc, joué essentiellement dans ce choix. exactement. Et donc, on voit que les BRICS ont vocation à aider à résoudre, mais réellement résoudre ces conflits en mettant ces personnes dans le même groupement et à régler un enjeu qui est l'enjeu monétaire, l'enjeu des échanges monétaires. Et donc, ça, c'est une grande réussite. Bertrand Scholler, je vous remercie pour, pour tous ces analyses et ces éclairages. J'espère vous retrouver dans quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.